Bonjour à tous. Alors, Hélène Héron, donc, je suis la chef du BRIEC, donc le Bureau des risques des industries de l'énergie et de la chimie. C'est un bureau qui est situé au sein de la sous-direction risque accidentel de la DGPR et qui traite en fait des différentes installations classées, donc les ICPE fixes. Sachant que dans la sous-direction risque accidentel, il y a également un bureau qui traite du transport de matières dangereuses, un bureau sur tout ce qui est réseau et canalisation, et un quatrième bureau qui est plus focalisé sur le retour d'expérience. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments relatifs à la maîtrise du risque accidentel, alors un peu en termes de doctrine telle qu'on la pratique, et quelques éléments liés aux principales évolutions qui ont fait suite à l'accident de Lubrizol et Normandie Logistique qui a eu lieu donc en septembre 2019. Concernant la maîtrise du risque industriel, donc c'était pour vous présenter le fait que finalement on traite un certain nombre d'aspects. Alors le cœur finalement de nos actions, ce sera tout ce qui concerne finalement la connaissance du risque lié à un site en particulier et la démarche de réduction du risque à la source, comme on y reviendra par la suite de la présentation. Et vraiment le fait de réduire sur un site industriel le risque autant que possible. Autour de ça, finalement, se greffent ensuite des aspects de maîtrise de l'urbanisation à proximité donc des sites industriels, des aspects de préparation à la gestion de crise et de gestion de crise en cas d'incident ou d'accident. Comme je disais, une dynamique de retour d'expérience qui se fait à froid donc sur les secteurs industriels et qui peut amener à des partages de bonnes pratiques ou, le cas échéant, éventuellement des évolutions réglementaires pour tenir compte d'un accident qui a pu avoir lieu, alors aussi bien en France, mais aussi parfois à l'international. Et des actions finalement d'information, concertation. Alors ça peut être de l'information sur des sites industriels voisins, ça peut être de l'information aussi du grand public. Donc là, vous avez finalement les quatre piliers. Alors ça rejoint un petit peu la slide précédente, mais qui guide finalement notre action au niveau du ministère. Et comme je disais, vraiment le pilier qui est vraiment essentiel dans cette maîtrise du risque, c'est vraiment la réduction du risque à la source au niveau de l'installation de l'exploitant industriel. Et c'est vraiment à partir du moment où finalement tout ce qui était faisable, alors dans des conditions, ce qu'on dit assez souvent, hein, technico-économiquement acceptables, on peut se poser la question du besoin de travailler ensuite sur la maîtrise de l'urbanisation et notamment le fait d'éviter qu'à l'avenir s'implantent à proximité de sites industriels qui aient des effets hors site, des activités, des personnes, des lieux de vie qui soient incompatibles avec la présence du site industriel. Et ensuite, donc comme je le disais déjà précédemment, un travail de préparation à la gestion de crise avec l'élaboration d'un certain nombre de plans de secours et des travaux en lien avec l'information du public. Alors, en termes de responsabilité et d'action, donc finalement, la réduction du risque à la source, alors elle est cadrée par un certain nombre de choses d'un point de vue réglementaire, mais c'est vraiment une démarche qui est menée par l'exploitant du site industriel et qui est de sa responsabilité. Finalement, c'est ce qu'il remet à l'administration, notamment lorsque pour les sites à autorisation, il remet ce qu'on appelle une étude de danger. Le volet ensuite de maîtrise de l'urbanisation, alors là, c'est par contre un volet qui est vraiment plus à la main des pouvoirs publics, qui vont gérer le fait d'avoir à mettre ou pas des éventuelles servitudes d'utilité publique autour de sites industriels. Et enfin, finalement, le volet plan de secours et information du public, c'est des choses qui sont menées de part et d'autre. Le plan de secours, on sait qu'il y en a pour les exploitants, il y a des plans de secours aussi côté administration, et de même pour l'information du public, il y a des informations qui sont portées par les industriels et d'autres par les pouvoirs publics. Si on essaie juste rapidement de se donner quelques éléments sur la réduction du risque à la source, déjà, par exemple, lorsqu'on a des substances sur un site, alors on peut avoir deux actions pour réduire le risque. Donc, à une mention de danger donnée, soit on réduit le volume, donc finalement, à moindre volume de cette substance, de ce produit, les effets seront moindres. Soit éventuellement, on arrive à le substituer donc par un produit qui, pour le process industriel, amène globalement au même résultat, mais avec une mention de danger finalement plus favorable.
Il y a ensuite, dans cette démarche-là de réduction du risque à la source, alors classiquement, ce qu'on appelle la mise en œuvre d'un certain nombre de barrières de sécurité. Alors des barrières, on en a de plusieurs types. On a ce qu'on appelle des barrières de prévention. Donc ça, c'est des typologies de barrières qui sont là pour éviter ou limiter la probabilité d'un événement. Donc là, on est en amont du phénomène dangereux pour faire en sorte d'éviter qu'il puisse se produire. Typiquement, si on met, là, comme on voit sur le schéma, des plots anti-choc autour de la cuve, on peut imaginer que s'il y a un petit engin motorisé, un véhicule sur le site qui se retrouve, parce que bon, il perd le contrôle ou autre, à foncer sur la cuve, globalement, il va être arrêté avant d'entrer en contact avec la cuve. En termes de limitation, donc on a des barrières qu'on appelle de limitation. Le but, ça sera de limiter l'intensité des effets d'un phénomène dangereux. Et c'est principalement dans l'utilisation que l'on met de soupapes. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des barrières de sécurité de protection. Alors là, pour le coup, on se place dans l'angle du tiers, on va dire, extérieur. Et donc, c'est limiter les conséquences de ce qui se passe sur un site industriel sur des cibles potentielles, en diminuant la vulnérabilité. Donc, typiquement, si on avait des effets thermiques, alors bon, l'exemple est un peu peut-être un peu symbolique, mais et qu'on mettait un mur coupe-feu en limite de propriété, effectivement, de l'autre côté, sur le tiers extérieur, du coup, on a réduit les effets qu'on est dessus. Par contre, un mur coupe-feu que je mets moins industriel au milieu de mon installation industrielle, on est bien sur une barrière de limitation pour limiter la propagation d'un incendie, par exemple d'une cellule d'un entrepôt à une cellule voisine. Alors côté administration, pour la réduction du risque à la source, finalement, en termes de démarche, il y a des études de danger génériques qui peuvent être menées. Alors pour les sites à autorisation, il y a même des études de danger spécifiques liées aux sites industriels qui sont remises à l'administration et qui sont instruites par les inspecteurs des installations classées. Et à minima, pour les sites à déclaration et à enregistrement, on a les élaborations d'arrêtés ministériels, ce qu'on appelle de prescription générale, qui préconisent un certain nombre de dispositions et de prescriptions techniques qui seront à mettre en œuvre à partir du moment où le site industriel relève de telle ou telle rubrique des installations classées pour la protection de l'environnement et de tel ou tel régime au sein de cette rubrique. L'étude de danger, alors comme je commençais un petit peu à le dire, c'est vraiment un outil de l'exploitant pour démontrer à l'administration qu'il a mis en place donc sur son site industriel toutes les mesures qui étaient nécessaires pour éviter de porter atteinte à ses voisins, à l'environnement, donc en termes de conception de son site, des barrières de sécurité qui sont en place, la façon dont il l'exploite. Voilà, c'est un document qui se doit d'être autoportant et de faire la démonstration de sécurité du site industriel. Et c'est sur la base de ce document que l'inspection des installations classées fait son instruction et peut être amenée donc à autoriser telle ou telle installation et la réglementer donc dans le cadre de ce qu'on appelle l'arrêté préfectoral d'autorisation. Et c'est aussi suite à la partir de ce document-là, finalement, que peuvent être déduites la mise en place de certaines mesures d'urbanisme si elles s'avèrent nécessaires. Et c'est aussi des données d'entrée, donc pour les plans de secours du côté des pouvoirs publics et pour des éléments de communication, information avec le grand public. Finalement, c'est un document support qui contient après ensuite beaucoup d'informations. Dans la nomenclature des installations classées, donc il y a un certain nombre de rubriques qui sont les rubriques liées à la directive Seveso 3, donc c'est les rubriques en 4000. Donc on retrouve dans la nomenclature. Et pour ces sites-là, quand donc on a des sites qui sont sous statut Seveso, on a notamment un décret et un arrêté spécifique qui comportent un certain nombre d'obligations supplémentaires. Alors pour certaines, pour tous les Seveso, pour d'autres obligations uniquement pour les sites Seveso seuil haut. Alors le deuxième pilier, donc c'est bien ce qu'on appelle la maîtrise de l'urbanisation. Donc l'idée, c'est à l'issue de l'instruction d'une étude de danger, si jamais on voit qu'il y a des effets qui sortent des limites du site, que le site est acceptable aujourd'hui dans le sens où on a un environnement qui est relativement peu dense autour du site industriel,
Typiquement, par exemple, éviter via des servitudes d'utilité publique qu'à l'avenir se mette en place un urbanisme qui soit incompatible avec la présence de ce site industriel. Et juste pour rappel, donc la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, donc finalement qui est la mise en place d'un certain nombre de mesures d'urbanisme avec la particularité très forte de traiter l'urbanisme existant et pas uniquement l'urbanisme du futur. Voilà, ça c'était vraiment un outil relativement hors norme qui s'est fait, qui a été mis en place donc dans la loi risque suite à l'accident d'AZF, mais voilà sur un moment très très précis. Alors je disais effectivement travailler donc à l'organisation des secours, donc à la mise en œuvre de plans spécifiques, donc des plans qui sont élaborés au niveau de l'exploitant, donc ce qu'on appelle les plans d'opération interne, des plans qui sont élaborés au niveau des services de l'État, donc on a au niveau du préfet le plan particulier d'intervention et au niveau des maires le plan communal de sauvegarde. Et pour tous ces plans, vraiment ce qui est important, c'est de réaliser des exercices et des mises en situation pour être le moins possible, on va dire, pris au dépourvu le jour J en cas d'accident. Et enfin, un certain nombre d'informations qui sont données au public. Il y a notamment le cadre des enquêtes publiques. Il y a des documents qui contiennent un certain nombre d'informations sur les risques. Il y a les documents qu'on appelle les documents information acquéreur locataire. Donc voilà, il y a un ensemble de documents qui sont attendus. Alors des informations sur les sites des ministères, sur les sites des DREAL, sur le site parfois aussi effectivement des exploitants, parfois également des commissions de suivi de sites qu'ils ont mises en place autour des sites Céveso qui peuvent avoir des sites internet et mettre en ligne des informations. Et du coup, alors dans un deuxième temps, je souhaitais rapidement revenir sur vraiment les grandes idées de ce qu'on a fait suite à cet accident du 26 septembre 2019 à Rouen, qui a eu des conséquences assez fortes sur finalement les priorités d'évolution réglementaire qu'on a menées au sein du BRIEC ces 2 dernières années. Pour mémoire, mais je pense que c'est des choses que vous avez bien en tête. Alors, c'était un incendie qui a concerné 2 sites qui étaient mitoyens et à proximité très proche. Donc, le site Céveso de Lubrizol et le site entrepôt de Normandie Logistique. Lors de cet accident, il y a vraiment eu un développement particulièrement rapide de l'incendie et sur une surface très importante. Et finalement, en fait, il y a eu une alimentation d'une nappe enflammée qui s'est propagée extrêmement vite. Alors, certes, il y a eu un aspect qui était la proximité très forte avec le stockage finalement en extérieur de Lubrizol et le stockage de matière au niveau du voisin, le fait d'avoir des stockages dans ce qu'on appelle des GRV en plastique, donc un contenant qui est fusible. Tout ça a contribué à propager voilà, cette nappe enflammée de dimension particulièrement importante et à nous réinterroger, nous, sur la réglementation, alors à la fois sur tout ce qui était stockage de liquide inflammable et tout ce qui était entrepôt de stockage de matières combustibles. Dans cette gestion de crise, il y a eu également donc, des difficultés sur l'accès vraiment à la connaissance des matières qui étaient stockées dans les parties des établissements donc concernés par l'incendie et corrélé finalement à l'angle, enfin l'éclairage qu'on aurait pu avoir besoin pour, on va dire peut-être cibler plus précisément la recherche de polluants susceptibles d'être émis et donc à rechercher dans l'environnement. Donc suite à ça, il y a eu, comme je disais, donc un ensemble de dispositions réglementaires qui ont été prises, finalement avec pour objectif d'anticiper, de limiter le risque incendie. Donc l'appréhension du risque de manière plus globale, donc au niveau typiquement des entrepôts de manière combustible, essayer d'éviter ce qu'on a appelé un saucissonnage en différentes rubriques de la nomenclature pour essayer d'avoir une vision plus globale des entrepôts au sein de la rubrique 15-10. Un volet aussi assez fort d'évolution réglementaire sur tout ce qui est liquide inflammable et combustible. Alors à la fois pour ce qui relève de l'autorisation, mais également du régime de l'enregistrement et de la déclaration.
Et pour l'aspect plus peut-être orienté sur la préparation en cas de sinistre, des retouches, mais moins impactantes, je dirais, dans les textes Céveso, et un ajout sur la connaissance de l'état des matières stockées. Donc, de manière synthétique, donc sur le plan d'action donc qui a été mis en place au niveau du gouvernement suite à cet accident, comme je disais, donc des évolutions réglementaires assez importantes, une action nationale d'inspection dimensionnante, donc portée au niveau des DREAL dans la bande des 100 mètres autour des sites Céveso, pour identifier la présence ou non dans cette bande-là de sites qui seraient potentiellement des effets dominos agressant le site Céveso voisin. Donc sur l'aspect plus préparation à la gestion de crise, donc cette notion d'état des stocks en temps réel pour les exploitants des quantités stockées dans telle ou telle zone de mon établissement, une meilleure connaissance des substances susceptibles d'être émises, donc ce qu'on appelle les produits de décomposition, le fait d'avoir étendu donc les POI de manière obligatoire à l'ensemble des Céveso seuil bas, une action qui est plus portée au niveau du ministère de l'Intérieur, donc c'est la mise en place du système de cell broadcast pour l'alerte. Et sur le post-accident, donc des travaux en cours sur la base de données des mesures qui seraient faites en cas d'accident et des référentiels de comparaison en connaissant mieux les points zéro sur les territoires qui pourraient être liés à des polluants passés. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.